Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire inspirante. Cela fait maintenant 1 an que nous vous proposons des temps de témoignages sur notre chaîne Adventiste FFS et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous faire vos retours. Nous sommes heureux de savoir à quel point ces temps vous inspirent et aident à fortifier votre foi. Le témoignage de ce jour avec Gérald s'inscrira dans la même perspective, car il a appris avec le temps à comprendre ce que Dieu avait en réserve pour lui. Ce parcours, c'est celui de beaucoup de jeunes qui doivent passer de la foi héritée à la foi personnelle. Dans son parcours, Gérald va apprendre une chose essentielle, la fragilité est une force que Dieu lui a donnée. Gérald nous partage son histoire inspirante. Bonjour Gérald. Bonjour. Heureux de t'accueillir dans cette émission d'Histoire inspirante. Alors on se connaît depuis quelques années, mais il y a quelques mois de cela, j'étais aux Antilles pour un événement. Et puis j'ai un homme qui vient me voir, qui s'approche de moi. Alors il s'appelle Joël. Oui. Alors on profite, on le salue au passage. Salut, papa. Et puis cet homme, il me regarde et il me dit « Vous me connaissez ?» Et quand je l'ai vu, je me suis dit cet homme me dit quelque chose. Voilà, en effet, c'était ton papa que je croisais en Martinique, à Fort-de-France, ce jour-là. Mais aujourd'hui, c'est pas l'histoire de ton papa, même si ton papa, bien sûr, il va avoir un rôle à jouer à certains moments, et on va y revenir. Mais c'est ton histoire inspirante que tu nous partages aujourd'hui. Oui. Alors, tu as choisi de commencer cette histoire juste après le bac. Oui, juste après le bac. C'est une période de ma vie où je suis plein de certitudes et en même temps où j'ai besoin de me construire personnellement. Je suis un jeune, j'ai grandi à l'église avec une éducation qui est celle qu'elle est et j'ai eu besoin aussi de pouvoir partir, m'ouvrir, faire mon expérience personnelle. Mais les choses ne se passent pas comme je l'ai prévu, on va dire ça. J'étais parti pour faire des études d'infirmier. Et quand j'arrive là-bas, j'ai comme un blocage. C'est-à-dire le jeune impliqué, sûr de lui, dans sa relation à Dieu, sa relation commence à s'étioler un petit peu. Et puis, moi qui avais un plan bien précis, faire ces études d'infirmier, il arrive que, en vrai, quand je vais pour passer ces examens, j'y arrive pas. Je suis pas bien dans ma peau, je commence à faire des choses que je ferais pas si j'étais aux Antilles, par exemple. Je commence vraiment à m'éloigner de Dieu aussi, et à me trouver dans des situations très, très, très peu enviables. Alors, on l'a compris, tu termines ce bac, tu pars dans l'Hexagone, en région parisienne à ce moment-là. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu es capable de comprendre pourquoi, à un moment donné, comme tu dis, tu as grandi dans l'église, mais pourquoi tout d'un coup tu t'éloignes de cette église? Pourquoi tout d'un coup tu commences à vivre des choses particulières? Alors, je pense que quand on grandit dans l'église, c'est d'abord on fait des expériences qui sont certainement vraies, mais on acquiert quelque chose qui est de l'ordre de la transmission. De l'héritage. L'héritage. C'est le Dieu de mes parents, c'est le fonctionnement que j'ai hérité, et on a aussi le regard, peut-être, des parents, des gens qui sont autour, qui aident l'entourage. Et quand on arrive et on est tout seul, et où il faut prendre des décisions pour soi, où on est face à toutes sortes de tentations, de propositions aussi, peut-être qu'on se rend compte que ce qui nous tient, c'est pas forcément notre relation à Dieu, c'est peut-être autre chose. Est-ce que ce que tu essaies de nous dire, c'est une sorte de fragilité dans l'acceptation de ta foi aussi,
Je sais pas si c'est les bons mots, hein, tu me corriges. Hein. Ouais, alors, je parlais de certitude, je pense que ça vient de là Mhm. aussi. C'est-à-dire, euh, on, on- on- on dit, on répète des choses de manière automatique. Mhm. Et puis finalement, quand on est... Enfin, on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Quand on est au pied du mur, face à certaines choses, ben, on se rend compte qu'on n'est pas si solide que ça. Mhm. Et que, en fait, les questions qui nous... voilà, les réponses qui nous venaient de manière automatique, Mhm. bah, finalement, on se retrouve devant plusieurs choix. Et c'est pas si facile d'y répondre, finalement. Alors, le contexte géographique est différent. Il y a Tu te retrouves aussi ça. de Martinique à se retrouver dans une grande Mhm. métropole de 20 millions d'habitants, Mhm. tout un tas de sollicitations, tu l'as Mhm. évoqué. Une fois qui se questionne aussi Mhm. et qui diminue petit à petit au sens de finalement, il y a plein de choses à vivre extraordinaires là où tu es, quoi. Oui. Alors, oui. Et c'est ça, c'est très progressif. Mm. Alors, pour certains, c'est peut-être assez rapide. Mais pour moi, c'est venu avec le temps. C'est-à-dire, plus ça allait, et au début, j'allais à l'église, ça se passait bien. Et puis finalement, le matin, ça devient un petit peu plus difficile de se lever. Donc, on a le choix de rester au lit. Donc on n'y va pas. Et puis la journée est là, les copains appellent. Voilà, finalement, On les sort. soirées, on sort. Et puis on sort... finalement, ben, on boit pas que de l'eau. Si les copains font différemment, enfin, on vit les choses, quoi. Mm. Mm. Et puis ça devient un engrenage qui amène parfois à vivre des choses assez compliquées. Ça m'est vraiment arrivé d'être dans des situations peu enviables. Et en même temps, je pense qu'il y a toujours la voix de Dieu qui reste là. Qui est là, quelque part. Qui est là quelque part. Et dans mon parcours, d'ailleurs, je vais vivre quelque chose qui va me permettre justement de sortir de cet engrenage. Alors justement, avant d'y arriver, il y a au niveau personnel, du vécu social, il y a au niveau spirituel, on l'a abordé aussi, et puis il y a le niveau professionnel. Là, tu nous as dit tout à l'heure, tu traînes la patte pour faire ces examens, pour rentrer en école d'infirmier. Finalement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, c'est ce qui est aussi compliqué, je pense que beaucoup de jeunes peuvent vivre ça. C'est quand on a un projet, on part pour quelque chose et où aussi la famille investit, les gens aussi se projettent, ceux qui sont autour en tout cas. Et puis finalement, qu'on n'y arrive pas. Comme j'ai dit par plusieurs fois, en fait, le concours est là, je me prépare, je prépare même les copains et le matin, je me lève pas. C'était une peur de faire ce concours ou il y a autre chose derrière? En fait, avec le recul, c'est difficile de mettre quelque chose dessus. Je sais pas si c'est de la peur, je sais pas non plus si c'est... En fait, je me suis toujours dit que c'était peut-être pas là. Et je pense que c'est aussi lié à tout ce qui se vivait autour, peut-être. Je pense que à un moment, la santé mentale aussi est certainement atteinte. Et où on rentre dans une spirale de l'échec, en fait. Et je pense que à ce moment-là, je rentre dans ça. Je rentre dans une spirale de l'échec et où j'arrive pas à m'en sortir. Donc c'est pas tant, même au niveau scolaire, entre guillemets. Ah non. Parce qu'on le verra par la suite, c'est pas ce qui bloque. Non. Mais c'est cette manque de conviction. Et puis, tu rentres dans une période de flou, de brouillard total. Ouais. Un brouillard tel qui, à un moment donné, c'est des excès. Ouais. Tu l'as évoqué, des excès où on ne boit pas que de l'eau, on boit de l'alcool. Oui. Et puis là, tu vis une expérience particulière ce jour-là. Ouais. On va dire qu'un soir après une fête, avec des amis, je ne sais pas pourquoi, mais je prends l'initiative de rentrer à pied. Mais c'est pas tout près. Hein. Je vais faire ce soir-là beaucoup de kilomètres. Alors je me mets à marcher, à courir, j'alterne. J'avais une bonne condition physique à l'époque, malgré tout. Malgré la consommation. mais voilà, mais je pense en même temps que je suis peut-être dans un état second, en fait. Je pourrais pas expliquer pourquoi je le fais. Et je me demande comment j'ai réussi. Mais à un moment, j'arrive vraiment à un état d'épuisement, en fait. Je vais dans mes retranchements. Je pense que ce soir-là, je suis peut-être tellement pas bien.
que j'en ai besoin. Alors je fais ça. Et je cours longtemps. Et j'arrive peut-être à 4 stations de bus de chez moi. Mais je suis tellement fatigué que je m'arrête dans un abribus. Il doit être, entre 3h et 4h du matin quand même. Et je suis là. Tu es là, au milieu de nulle part, enfin, pas très loin, mais je veux dire, dans un abribus seul, dans un état second, pas au milieu de ta forme. Mais là, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Ouais, parce que... Alors, je me mets à réfléchir quand même. Je pense que ça me permet de réfléchir, de m'être défoulé et de me réfléchir sur ma vie et de me dire, mais en fait... je suis un peu comme le fils prodigue à ce moment-là. Je suis parti loin de la maison, je regarde mon état, je pense à ce que j'aurais voulu être, et finalement, est-ce que je ne suis pas? Et j'aime pas ce que je vois. Et à ce moment-là, j'entends une voix qui me dit, tu vas t'arrêter et tu vas rentrer. Alors, sous le coup, je me dis... C'est bizarre, je suis tout seul. Je me lève, je me rassieds, je fais silence et je rentre en la voix. Alors là, je me dis, c'est quand même un peu bizarre, quoi. À un moment, je commence à faire un peu... à me dire, c'est peut-être une voix intérieure. Voilà. Tu fais de l'alcool, j'en sais rien, tu vois, mais c'est assez troublant. Mais quand même, j'ai quand même un vécu spirituel avec Dieu qui quand même me fait dire, c'est peut-être lui qui appelle en fait. Et à ce moment-là, je prends juste la décision de me dire, un peu comme Samuel, je vais aller me coucher et je vais attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Et le lendemain matin, alors c'est pas le lendemain matin, c'est le lendemain midi plutôt, je reçois un appel. Et à midi, donc... il doit être 6h du matin en Martinique, je sais plus, on était en hiver, c'est 6h, 7h dans ces eaux-là en tout cas. Et c'est mon père qui est au téléphone. Il me dit, j'ai fait un rêve, je discutais avec ta maman, je sais plus s'ils ont fait le rêve ensemble ou voilà, mais en tout cas, dans mes souvenirs, en tout cas, c'est lui qu'on a. Et après, ils en ont parlé. Et il me dit, en fait, dans le rêve, il voit qu'il faut que je rentre. Et là, à ce moment-là, dans ta tête, il se passe quoi? T'as mal à la tête et aux cheveux, de ce qui s'est passé la veille, mais qu'est-ce qui se passe? Mais à ce moment-là, tu vois, c'est aussi une réponse. Tu vois. Et où, en fait, si j'avais entendu que la voix, je serais pas parti. Et si tu avais entendu que ton père, je serais pas parti non plus. Je serais pas rentré non plus. Voilà, t'es en train de faire n'importe quoi en métropole, reviens au pays. Ouais. Mais là, la conjoncture des deux me dit que c'est la volonté de Dieu aussi pour moi. Y a rien qui est réglé là, c'est mon histoire. Mais je sais que faut que la spirale dans laquelle je suis, faut qu'elle s'arrête. Et donc là, tu prends quoi comme décision? Je rentre. Même tout pas de une suite. semaine. Ça ne prend pas une semaine. Je laisse des choses là-bas. Je ne veux pas vendre des trucs, mais c'est pas important. J'ai l'impression, en tout cas après cette expérience, que c'est presque ma vie qui est en danger. Tu vois. Donc il faut que je rentre. Et là, comment se passe J'imagine tu rentres chez papa-maman. Je rentre chez papa-maman. Comment se passe ce retour-là, à ce moment-là? Parce que tu parlais de fils prodigue, tu parlais aussi hors antenne d'un autre personnage, c'est Jonas, de cet homme qui veut aller à un endroit et puis on lui dit non. Et puis quand on lui dit c'est là, mais non, j'irai pas non plus. Donc c'est vrai que mon père m'appelle Jonas. Il m'a longtemps appelé comme ça. Je pense qu'il le fait encore, mais parce qu'il a compris maintenant vers la fin que j'ai accepté pour des raisons personnelles. Et non, la rentrée est difficile. La rentrée est difficile et je pense que pour n'importe quel jeune, ça peut être ça. C'est-à-dire que quand on part, on a un objectif. Quand on part, il y a aussi des espoirs qui sont placés. Quand on part, on ne part pas dans cette optique de retour en arrière. Pour moi, c'est un retour en arrière, d'avoir une autonomie, de revenir chez les parents. C'est ça, est-ce qu'il y a une notion un peu d'échec? Ah oui, d'échec total. Et dans ce moment-là, tu te sens comment, justement? Alors, comme c'est le premier gros échec
personnel, parce que je suis encore jeune, j'ai 21 ans quand j'entre. Donc on découvre quelque chose qui fait mal, sur lequel on n'a pas de solution dans l'immédiat. Au début, je rase beaucoup les murs. Parce que j'ai peur du regard de l'autre, des gens de l'église. J'ai peur du regard de mes amis, qui eux ont avancé en 3 ans. Hein. Ils ont leur permis, ils ont fini leurs études pour certains, vie active. Et moi, je retourne chez mes parents. J'ai que le bac. Comme j'ai dit, j'ai pas le permis. Donc oui, c'est difficile. Alors ce qui a été vraiment difficile, c'est le regard des gens à l'église. Ouais. Tu retournes à l'église tout de suite? Je retourne pas à l'église tout de suite. Je retourne pas à l'église tout de suite, et en plus, alors j'y vais de temps en temps. Mais quand j'y vais, je veux pas dire que les gens me regardaient, en fait. Mais dans ma tête, tout le monde était sur toi. Tout le monde me regarde, et il y a un truc qui est posé. En fait, je vais transposer sur les gens ce que je vivais. Et là, justement, tu te dis quoi à ce moment-là? Je me dis... En fait, c'est un plus un sentiment de honte. Ouais. Voilà. C'est ça. On a honte. Et en fait, c'est tout ce qu'il a fallu reconstruire. C'est cette image, d'abord cette image de moi. Après, il a fallu reconstruire l'image que j'avais de Dieu. Et du regard qu'il pose sur moi pour pouvoir affronter tous les autres regards, en fait. Et ça a pris du temps, en fait, tout ça. Comme je dis, ça a pris du temps de retourner à l'église. Ça a pris du temps de travailler à l'église. De retravailler à l'église, plutôt. Même si, en passant, c'est une église que j'aime beaucoup, mais qui a une histoire assez particulière. Qui a peut-être aussi participé à cette vision que les gens peut-être pourraient avoir un regard sur moi. Quand je t'écoute, j'ai l'impression vraiment qu'il y a l'idée de... Alors, un fils prodigue, mais au sens de... une foi qui était là, qui était sincère. Quand tu étais enfant, tu as grandi dans l'église, tu t'es engagé pour de vrai, on va dire ça comme ça, d'accord? Mais en même temps, qui n'a pas été un peu éprouvé par rapport à un contexte de tentation, parce que quelque part... Le microcosme d'une église, c'est un cocon de protection, donc il peut avoir de bons côtés. Mais quand on sort de ce cocon-là... on l'a plus. Et de certaine manière, je pense que c'était nécessaire. Alors, la suite du témoignage, je vais parler de mon appel. Je pense qu'en tant que jeune, j'ai toujours ressenti cet appel. Et alors, on ne l'a pas précisé au début de l'émission, excuse-moi, je te coupe. Ouais. Non, on ne l'a pas précisé que tu es pasteur, que tu es adjoint à la JA aujourd'hui dans la Fédération France-Sud. Voilà, donc l'histoire va happy end. Hein, on va y arriver doucement. Et c'est important parce qu'avec le recul, je pense que Dieu a eu... Alors, j'ai eu besoin de le faire. Et parfois, Dieu laisse faire certaines situations pour nous aider à grandir et à acquérir certaines choses. Parce que mon père m'a souvent dit, à ce retour-là, il m'a dit, mais en fait, si tu étais parti tout de suite après les études, faire tes études de théologie, tu aurais déjà fini. Pourquoi il a fallu que tu fasses tous ces... T'as perdu ton temps, quoi. T'as perdu ton temps, en fait, en vrai. Avec le recul, je sais que j'ai pas perdu mon temps. Mais c'est sûr qu'à l'époque... je le sens pas comme ça. Je sens que c'est un moment dur. Mais toute cette construction-là où je me détache, en fait, de vision de mes parents, de l'église aussi, ma vision de l'église, mon parcours en tant que jeune qui a pu à un moment décrocher et revenir, je pense que ça m'a permis aussi d'avoir un regard assez ouvert, en fait, sur les parcours qui sont différents, en fait. Et même parce qu'après, je vais reprendre mon cheminement. Je vais reprendre ma vie spirituelle. Je vais retravailler à l'église. Je vais être ancien de ma communauté, un jeune. Et c'est vrai que dans mon rapport avec les jeunes, voilà, ça va beaucoup me servir, cette histoire-là. Alors, il y a cette reconstruction qui s'opère sur plusieurs mois. On peut dire année et demie. D'accord. Presque 2 ans. Donc une reconstruction. Et puis, t'as pas oublié ce moment sur le banc où tout d'un coup, t'entends rentre au pays, mais du coup, là, Dieu t'a parlé quand même très clairement. En tout cas, clairement, moi, de ce que tu étais capable d'entendre à ce moment-là.
tu reprends tes activités d'église, ton engagement, Mhm. mais au fond de toi, derrière toi, quelque part, il y a toujours ce petit truc qui reste Ouais. de cet épisode-là, mais aussi de quel projet Dieu veut construire. Ouais, il y a ça. Alors, j'arrive aussi dans un moment où la question de l'appel est là, mais c'est pas ma priorité. Mm. J'arrive dans un moment où j'ai besoin de construire. Donc, De travailler. il faut travailler. Et puis, je rentre aussi dans une relation avec celle qui va revenir ma femme, qui s'appelle Sophie. Et donc, il faut reprendre les études. Donc, j'ai quand même cette volonté, cette force de reprendre les études. Alors, c'est pour dire que comme quoi on peut reprendre ses études, je sais pas, je vais avoir les 22 ans, des choses comme ça. Donc, rien d'impossible, hein, j'ai envie de dire, pour les jeunes qui ont passé un échec et qui se disent, derrière, non, il faut se reconstruire, mais on y arrive. Et ça n'a pas été sans peine, mais j'obtiens un BTS en gestion d'hygiène de l'environnement parce que c'est quelque chose qui me parle, c'est aussi lié à l'activité de mon père. Donc j'ai aussi cette perspective de reprendre l'entreprise familiale et de la faire grandir. C'est le projet en fait. Et d'ailleurs, je vais commencer à bosser dans ce domaine d'activité. C'est mon premier travail d'ailleurs. Hein, c'est un super salaire, un super boulot. Je fais pas longtemps parce que ça, c'est des questions liées au sabbat, donc c'est un choix que je fais. Oui, mais ce qui est aussi un signe qu'il y a un réengagement aussi, une réappropriation de la foi. Alors pour le coup, c'est la mienne. Ben oui, c'est ça. Là où je pouvais pas faire des choix quand j'étais en métropole, voilà. Là, je le fais parce que ça m'appartient à moi. Mais à un moment, je dis à Dieu, juste après ce travail, je dis pour lequel j'arrête. Je lui dis ok, mais tu vois, je fais un choix pour toi là. Et là, j'aimerais, tu vois les projets qui se dessinent avec Sophie, etc. Je veux maintenant que tu me proposes un projet et si c'est un projet viable, je vais commencer à réfléchir à quelque chose qu'on avait dit il y a quelques années. Donc, j'arrive dans postuler pour un travail qui me plaît bien. Et on passe plusieurs tests. Et je vais vivre quelque chose aussi de très fort dans ce travail avec une collègue. C'est-à-dire que, alors déjà, le jour de l'embauche, après le premier test, il y a le deuxième. Et la première personne que je vois dans cette entreprise, c'est une femme qui s'appelle Madame Martin Vallée. Et quand je la vois, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. On est très souriant, très avenant, et elle m'amène pour voir le patron. L'entretien se passe plutôt bien, et en repartant, pareil, je repars avec cette dame, elle me dit j'espère vous revoir très bientôt, et moi aussi. Et vraiment, il y a un truc comme si je connaissais cette dame depuis longtemps. Et finalement, je suis embauché, super. Et quand j'arrive le jour de la signature, elle me dit mais vous n'êtes pas adventiste? C'était écrit sur ton front ou... Alors là, je peux pas. Et pourtant, je ne vais pas forcément habillé costard cravate, quoi. Mais et je dis oui. Alors, si elle me pose la question, alors c'est peut-être qu'elle l'est. Alors... Et vous en êtes aussi. Et vous aussi. Et elle me fait oui. Et du coup, elle me dit je sais pas, mais le jour où tu es entré, je ne vais pas parler d'aura, mais en fait, c'était une évidence, en fait. Et même quand le patron l'a appelé, il dit qu'est-ce que vous pensez de ce jeune homme? Il a dit c'est lui, en fait. Et le patron a dit ouais, je pense aussi. Et c'est une femme qui a été vraiment de grand soutien dans mon parcours, tellement qu'à un moment, elle va être aussi une des personnes qui va débloquer des choses, parce qu'elle va me dire en fait, je t'aime bien, hein. J'ai plaisir à travailler avec toi, mais t'es pas à ta place. Alors, c'est ça qui est curieux, parce que cette femme, quelque part, c'est elle qui permet ton embauche dans cette société, et en même temps, c'est elle qui va permettre ta réorientation. et c'est ça qui est aussi intéressant et beau, finalement, c'est que c'est pas juste, t'as embauché, mais t'as besoin peut-être de cette étape-là avant d'aller ailleurs. Oui.
Mais c'est un peu ça, hein, c'est un peu l'expérience de Jonas, hein, Ouais. d'avoir besoin de plusieurs étapes pour pouvoir avancer et puis débloquer des choses en soi. Alors pour certaines personnes, ça peut paraître un peu bizarre. Hein. Ouais. On dit, ouais, mais en fait, c'est toi qui bloques l'action de Dieu. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne avec moi. Ce jour-là, tu l'entends comment quand elle te dit ça, en disant mais t'es pas à la bonne place, faut que t'ailles ailleurs, quoi. Sur le coup, je l'entends pas forcément bien. Ouais. Parce que, ce qu'on peut entendre, en fait, tu fais pas bien ton travail. Oui, en général, t'entends ça en premier, ouais. Et en même temps, je suis dans une période où, comme j'ai dit, l'arrière-plan est là. Alors, ça arrive, quand elle me le dit, dans une période où ça commence à se faire de plus en plus fort. Et où je fais même un jeu avec Sophie, où je lui dis, comme ça, mais ça a peut-être duré des mois, hein, où je lui dis, et si on partait, t'en penses quoi? Elle me fait oui. Moi, je suis ouverte. Et toi, tu réponds non, finalement. Et moi, ou presque je réponds pas. Je fais genre, c'est moi qui pose la question, mais c'est moi qui fuis la réponse. Tu vois. Je fais, ouais, allez, tu vois. Et quand il y a ça qui est posé chez elle, il y a ce jeu dans lequel j'entre avec Sophie, et où à un moment où j'ai l'impression qu'il n'y a pas une semaine qui passe, et où pour une personne que je rencontre, pour quelqu'un qui va parler à quelqu'un et qui va me dire, tiens, quelqu'un t'a vu, il a pensé à ça, et où c'est présentement en moi, tu vois. Et à un moment, je dis, mais ouais, c'est pas qu'une évidence, quoi. Je le sens comme un appel. Enfin, et avec Dieu, je ne fonctionne pas avec des rêves, des choses comme ça. Donc, il y a un pas en avant, un pas en arrière. Il y a ces hésitations, il y a ces questionnements qui sont là. Et puis, là, tu commences à dealer avec Dieu. Ah, là, ça va être du vrai deal. C'est ça, non? Ça va être vraiment du deal. Alors, c'est déjà du deal avant. Ouais. Mais là, je vais rentrer dans un vrai deal où je vais poser plein de choses. Alors, est-ce que c'est des barrières que j'ai voulu poser à Dieu, consciemment ou inconsciemment? J'ai plus l'impression que c'est inconscient, parce que c'est peut-être mon fonctionnement. Et là où je vais dire à Dieu, en fait, crée l'événement. Alors, si tu veux vraiment, si tu crées l'événement, je vais y aller. Alors, je vais pas aimer. Et il va créer un événement. Je vais pas aimer l'événement parce que c'est pas forcément un moment agréable, mais mon entreprise est rachetée. Et un doublon sur mon poste. Alors, c'est pas un super moment, mais je le vis plutôt bien dans le sens où je me dis, t'as demandé quelque chose à Dieu, du coup, voilà, quoi. Tu l'as vu tout de suite comme ça? Comme une opportunité, une porte que Dieu est en train d'ouvrir? Ou tu t'es dit, c'est peut-être l'occasion d'aller travailler avec mon père, reprendre l'affaire familiale? Un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est pas encore très clair. C'est pas très clair. Ouais. Pour moi, ça n'a pas voulu être clair dans mon esprit. C'est peut-être ça aussi. La lutte intérieure. Il y a la lutte intérieure. Ouais. En tout cas, ce qui est bien, c'est que, en tout cas, avec ces fonds, ça va m'aider à régler une partie de la scolarité, quoi. De tes futures études. Mais à l'époque, là, tout de suite, là, quand je le vis, c'est pas forcément... Ça reste une séparation, c'est un licenciement. Enfin, je veux dire, tu te oui, retrouves au chômage quand même. Oui, c'est une rupture conventionnelle, mais en vrai, vu que j'ai dit à Dieu, si tu crées l'événement, je vais m'inscrire à la rentrée prochaine. Bon. Et là, tu commandes tout de suite les bulletins d'inscription? Je commence pas du tout les bulletins d'inscription. Alors, je prends les deux. Ouais. J'en ai un de Collonges et j'en ai un pour l'université à Caraïbes à Trinidad. Parce que beaucoup d'Antillais, quand ils veulent faire des études de théologie, ils vont à Trinidad. C'est un peu le circuit préférentiel. Mais pendant longtemps, les deux sont posés sur quelque part. Je ne sais même pas s'ils sont même dans un tiroir. Et je ne les remplis pas. Alors, je peux rester... Alors, on va dire que j'arrête de travailler dans cette entreprise en décembre. Et je reste de janvier, février à mars avec le dossier sans même le regarder, en fait. Bon, tu avais quand même fait la démarche avant ou après le licenciement de dire, peut-être que c'est ça le signe. Ah oui. Alors, encore une fois... T'avances sans avancer? J'ai demandé à Dieu. Il l'a fait, tu vois. Donc, j'entends. Mais en même temps, il y a ces reculs freins qui sont encore là parce qu'aussi, encore une fois, j'étais peut-être arrivé à un moment où je disais, ça me suffisait, Seigneur, d'être bien. J'ai pas envie de
mettre des bâtons dans les roues, parce que j'avais une vision aussi peut-être du pastorat, de la famille pastorale qui Voilà, peut il faut dire subir que certaines tu avais choses. été fils d'ancien dans une église, donc Ah, tu sais aussi ce que c'est que ce poids pastoral-là, ouais, de l'image que j'ai- les gens peuvent avoir, des remarques, etc. Mhm. Enfin, tu avais aussi la conscience d'une facette de l'église qui n'est pas toujours Voilà. hyper encourageante pour un jeune, J'ai pas surtout qui veut s'engager. forcément bien vécu ma position d'enfant d'ancien Ouais, d'église, ouais. parce que parfois, euh, les problèmes des parents rejaillissent sur les enfants qui n'ont rien à voir dans l'histoire. Et parfois même entre enfants, quand il y a des problèmes, enfin, ça m'a permis d'avoir une vision, voilà, l'église n'est pas si idéale que ça, en tout cas dans les rapports humains. Ça t'a freiné dans cette réponse? Tu penses que c'est un des éléments peut-être Ça a été un élément fort, très 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 fort. Je pense qu'il y a cet élément-là et l'élément Sophie. Mhm. Mais ça rejoint la même chose, hein, c'est la question de la famille en fait. Ouais. Parce que voilà, les générations Y, comme je disais, pensent beaucoup à la famille, parce que peut-être les générations antérieures ont fait des sacrifices à ce niveau-là, mais c'était inconcevable pour moi. Et c'était important qu'elle soit épanouie. Et je pense que pour elle, c'était pas un problème. Elle me disait, mais écoute, c'était possible de partir et de faire. Et justement, tout va se jouer non plus à ton niveau. Enfin, ça se joue toujours à ton niveau, parce que c'est... En fait, tu es l'élément bloquant, si j'ai bien compris. C'est moi. Puisque Sophie t'avait clairement dit ok, je suis prêt à partir. Mais là, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir, mais qui n'est pas directement vis-à-vis de toi, mais tu l'avais mis dans le deal avec Dieu. Oui. Alors, il y a un premier élément, c'est-à-dire, parce que j'ai évoqué ces deux dossiers qui sont là, c'est que dans ma tête, je sais où je préfère aller. Mais voilà, j'ai une petite hésitation, parce qu'aussi, il y a des gens qui disent « Vaut mieux que tu ailles là plutôt que là, parce que là, c'est peut-être pas génial. » Il y a les avantages, les Il y a inconvénients. les avantages et les inconvénients. Mais toi, il y a une motivation autre. Il y a une motivation autre parce que après ces études-là, je rentre dans une dynamique où je veux être challengé, où j'ai pas envie d'entendre les mêmes discours. J'ai plus peur de me confronter, en tout cas. Et ça, c'est important, en fait. Ça, c'est le fruit de ce que tu as vécu en région parisienne. C'est le fruit de ce que j'ai vécu avant. Et donc, du coup, un jour, il y a Joël, mon père, qui arrive. Il a son pick-up, il arrive, il met son frein à main. Il nous met autour d'une table comme ça qu'on a chez nous, comme deux enfants. Asseyez-vous. Et il dit à Sophie, est-ce que tu veux partir avec ton mari? Il dit, bah oui, j'ai pas envie qu'on se sépare. Lui dit, bah ce sera Collonges. Il pose une enveloppe sur la table, où il y a de l'argent dedans, et il part. Et nous, on est là, comme toi et moi, puis on se regarde. Un peu comme ce qui s'est passé, mais enfin, on comprend, quoi. Alors, il dit un truc, alors vous allez voir, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, Satan joue avec toi, tu partiras pas. Parce que t'es un Jonas. Tu vas hésiter, tu vas t'enfuir. Et là, je me dis, ok. Donc, où je vais aller, c'est résolu. Mais le reste n'est pas résolu. C'est-à-dire la question du travail de Sophie, de sa carrière, de ce qu'elle veut faire. La question des enfants aussi est là en arrière-plan. On n'a pas encore d'enfants à l'époque. Et quand on finit cette conversation, on se dit, elle me dit, ben voilà. Je lui dis, ouais, mais il y a la question du travail, pas géré, quoi. Oui, mais c'est pas grave. Oui, mais pour moi, c'est important. Alors, dans cette semaine-là, je lui dis quand même, postule. Il me dit, ouais, je veux postuler, on verra. Et là, on est en mars. Donc, ça veut dire, je rentre pas en septembre. Et on est encore en Martinique. Donc, on n'a pas grand espoir sur la chose. Et peut-être que dans ma tête, je me dis, en mettant ça à Dieu, ça peut-être m'amener à repousser ça encore une fois. Mais ça se repousse pas. Parce que peut-être à la fin de cette semaine-là, je lui dis, alors c'est quoi les résultats? Pas grand-chose en fait. Mais le lendemain où je pose cette question-là, elle vient, elle me dit, mais il y a une entreprise qui m'a proposé de recevoir, mais voilà, mais bon, je leur ai dit que je suis pas là et que pas avant 6 mois.
ouais, bon, bah, c'est dommage. Mm. Mais c'est en plus, ils se rappellent et disent, mais en fait, on peut faire un Skype, hein, ouais. Donc, je dis, bah, pourquoi pas? Je suis pas très sûr que ça amène à quelque chose, mais pourquoi pas? Donc, le mardi, ils font un Skype. Et le mardi, ça se passe bien. À la fin, ils disent, bon, ben, écoutez, madame, c'est une belle candidature. Bon, après, vous êtes quand même loin. Vous n'êtes pas avant 6 mois. On a besoin de quelqu'un maintenant. Et puis, en plus, on a d'autres personnes à voir. Donc, on verra. Et le vendredi, c'était signé. Donc, en CDI, 6 mois avant qu'elle arrive. Alors qu'on est encore en Martinique. Pour un travail où, bah, Collonges et, bah, là, le travail à Archamps. Il pourrait aller à vélo, quoi. Fallait 5 km à peine Ouais. entre le lieu de tes études, là où vous allez vivre Yes. pendant 5 ans, et le lieu où elle allait travailler. Et en plus, elle leur a posé... en fait, mon mari va faire des études de théologie, donc ils voyaient un petit peu. Hein, Archamps, Collonges, ils connaissent un peu. Pendant 5 ans. Donc, en fait, ils sont d'accord avec toutes ces conditions-là. Ils savent que dans 5 ans, potentiellement, vous partez, quoi. Voilà. Et bah là, à un moment, je me dis quand même, faut que tu arrêtes de poser des trucs à Dieu, quoi. C'est-à-dire, à un moment, il y a tout qui saute. Jonas, il se dit quoi à ce moment-là? Bah, je pense que c'est un peu comme quand il est jeté dans la gueule du poisson, pour le coup. C'est-à-dire que là, il accepte un peu... il accepte, en fait. Donc là, je reste dans l'acceptation et en même temps, j'accepte de me mettre au défi aussi de ce Dieu. Pour le coup, j'arrive à recouper les expériences passées aussi pour pouvoir dire, ben, c'est peut-être important d'accepter une forme de vulnérabilité, d'accepter de laisser Dieu faire les choses. Et peut-être aussi d'accepter d'être un Jonas pour le coup. Je te disais en aparté que quand j'arrive à Collonges, il y a la soirée d'accueil des étudiants et dans le témoignage que je fais. Alors je pense que j'ai pas fini mon parcours parce que la première chose que je dis dans mon témoignage, c'est que mon père m'appelle Jonas. Je reconnais être un Jonas. Mais en venant à Collonges, je ne veux plus être un Jonas, je veux être un Josué, parce que j'aime beaucoup l'histoire de Josué. Le personnage un peu engagé, qui doute de rien. Voilà, c'est ça. Il a eu à douter un peu, Josué. Et mon parcours sur Collonges va être une continuité de cheminement, parce qu'en fait, en vrai, je vais apprendre à accepter aussi cette partie de vulnérabilité, d'accepter aussi que les projets de Dieu ne sont pas toujours comme je les vois, et d'apprendre le chemin de la confiance. Aussi peut-être changer ma vision de Dieu aussi. Et je pense que tout ce cocktail-là, en fait, de ce que j'ai pu vivre durant ma première partie de ma vie d'étudiant, dans les débuts avec Sophie, dans mon parcours de vie professionnelle, et après dans mes études où beaucoup de choses vont se vivre, hein, parce que ça n'a pas été forcément évident. Les études, on sait ce que c'est, les enfants qui arrivent, parce que j'ai 2 enfants qui sont nés là-bas. La fin des études qui n'ont pas été si évident que ça, et où là aussi j'ai eu à apprendre à accepter certaines choses. Tout ça a construit la personne que je suis. Alors aujourd'hui, est-ce que tu es devenu Josué? Si je pars du principe que même Josué a une part de fragilité en lui, oui, mais dans l'histoire de Jonas, qui est peut-être l'une des histoires que je comprenais le moins et que j'acceptais le moins, et peut-être l'histoire que je préfère aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, j'accepte d'être un Jonas, en fait. D'ailleurs, je trouve très beau le psaume de Jonas. Je trouve aussi très beau la fin de cette histoire, qui laisse une sorte de porte ouverte pour Dieu, mais aussi pour Jonas. Et je pense que dans mon fonctionnement avec Dieu, pour le coup, c'est ça. C'est l'ensemble de ces portes ouvertes, ce Dieu qui accepte d'être bousculé, challengé, et presque parfois dans cette histoire, au début j'étais vraiment en colère contre Jonas, peut être en colère, on dit mais c'est quoi ce prophète qui à chaque fois met des barrières à Dieu, à un moment on a envie de lui donner une claque. Je me reconnais bien là, mais j'apprécie ce Dieu qui
pour le coup, me prend tel que je suis, en fait. Et me laisse la porte ouverte. Je trouve ça, en tout cas, ça me parle. Je n'ose même pas te demander dans quel livre tu vas nous citer le texte que tu voudrais nous laisser. Je crois que ça se situe dans le livre de Jonas. Alors, ça se situe dans le livre de Jonas. Alors, c'est le chapitre 2 et le verset 10. Que je prends le temps de le prendre. Alors là, on est dans Jonas qui est dans le ventre du poisson et qui est justement dans l'acceptation de... En tout cas, l'acceptation, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que là, il commence à entrevoir Dieu, à entrevoir tout ce que Dieu veut faire avec lui. Et il s'engage, en fait. Et la fin de ce psaume, moi, je le trouve très beau. Mais moi, avec reconnaissance, je t'offrirai un sacrifice. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. Merci beaucoup, Gérald, de ce temps de partage authentique sur ton parcours de foi, sur cette vulnérabilité aussi que Dieu t'a appris à avoir aussi comme une force aujourd'hui. Et je te propose d'aller écrire tout simplement ce texte, de le graver sur un mur, le mur des témoignages ici à la Fédération. Merci. Merci.